On va faire au mieux. Allez là! Bien joué! Belle partie, je me suis fait éclater. Quel athlète! Allez mon Polo, bon Roland, bonne saison sur Terre et bonne saison tout court. Merci pour tes podcasts. Ah mais c'est sympa, ça me touche. Oh là là, mais c'est magnifique, j'ai l'impression d'être un pro comme un Roland. J'emmène tous les gens qui regardent cette vidéo, on y va! Et ben voilà, on y est sur le central de Strasbourg, des IS de Strasbourg. Hop, regardez ce très joli cours où Harmonitan est en train de jouer contre une Belge, Harmonitan qui est coachée par Sam Sumik, qui est beaucoup passé sur le podcast récemment. Bon, le changement de côté, je vais pas m'éterniser, mais en tout cas, je vous montre rapido. Voilà, on est sur un magnifique cours avec une terre battue bien rouge qui permet d'arriver affûté comme jamais à Roland Garros. Je crois que le jeu va reprendre, donc voilà, on y retourne, c'est parti. Bliss Queen, la maman de Harmonitan, je vous ai vu sur le bord du cours encourager Harmony. Comment est-ce que vous avez vécu le match? Avec quoi vous en ressortez? Elle n'était pas assez agressive dans son jeu. Elle est restée trop, attentiste. Même bien qu'elle a gagné le premier et le début du deuxième. C'est pour ça que je voulais lui faire sortir un petit peu plus ce côté offensif de son jeu. Et vous la suivez toute l'année sur le circuit? Avant, oui, jusqu'à qu'elle a intégré dans le top 100. Ouais. Et puis après, on avait la chance depuis novembre dernier d'avoir Sam Sumik. Oui. Donc je la suis beaucoup moins. Donc je la suis uniquement quand elle a besoin de moi, mentalement. Ouais. Et aussi sur les grandes chaînes. Et là, on y croit. Quelle vie de rockstar! Oh ben non, je veux dire, quelle vie de nomade vous voulez dire? Ouais, c'est plutôt une vie de nomade. Je l'ai enfin rencontré, je l'ai trouvé le gars. Il était planqué sur un bord de cours, à s'arracher les cheveux, qui deviennent de plus en plus gris. Sam Sumik, comment ça va? Ça va bien là. Ça va bien. On a perdu, mais ça va. On a fait un petit débrief hors caméra, hors vidéo. Est-ce que tu veux nous redire un peu ce que tu as pensé du match d'Harmony et où vous en êtes plus globalement? Maintenant, on essaye de développer son jeu un petit peu plus autoritaire, un peu plus agressif, un peu plus... on n'a rien inventé, on essaye juste de faire ça. Alors c'est compliqué parce que c'est peut-être pas trop son tempérament, mais elle essaye, elle a envie surtout. Alors il y aura des bonnes périodes et des moins bonnes. On verra de belles choses et puis de moins bonnes. Donc il faut essayer de changer un petit peu les anciennes habitudes par des nouvelles, en espérant que les nouvelles soient meilleures que les anciennes. Mais voilà, c'est tout. Donc c'est assez fascinant, c'est assez intéressant comme affaire et comme travail, quoi. J'aime beaucoup ce genre de tournois qui ont gardé l'esprit très club, très familial. Il y a beaucoup de bénévoles aussi, c'est peut-être aussi pour ça que, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un gamin au club encore. Donc c'est très bien comme ça. On n'est pas vraiment dans les gros tournois où tout le monde se... Bref, c'est très bien. Et bonne continuation avec Harmony, bon Roland. On va faire au mieux. Allez là! Je tiens mon sparring pour aller tester la terre des IS. Je suis avec Yanis. Hello! T'es à 1-6, c'est ça? C'est ça. Et tu fais sparring depuis 6 ans aux IS? Voilà, c'est ma 6e année et puis voilà, ça fait 2 jours que je suis sparring là. T'aurais une anecdote de ouf avec une joueuse un peu mythique? Écoute, j'ai fait sparring avec Suarez Navarro. Ouais, Carla qui a pris sa retraite. Exactement, et on s'entraînait à faire des petits matchs comme ça dans les couloirs, c'était sympa. Ça giclait un peu le revers à une main ou sans problème? Franchement, ouais, c'était sympa, ouais. C'était assez impressionnant de voir une femme qui joue justement avec un revers à une main. Ouais. Donc ouais, c'était sympa. Les journées, ouais, elles commencent à 9h. Ouais. Et en général, le soir, ça se finit vers 18h30, 19h, une fois que les joueuses rentrent chez elles. Ce que je te propose, c'est que tu me fasses faire un échauffement tout bête, comme ce que tu fais aux joueuses. On va se faire un petit match en 10, classique. Je vais certainement mordre la poussière, mais c'est pour la beauté du geste. T'es prêt? Allez, vamos. Allez, on y va. Bon, elle est très sèche cette terre, j'imagine que sur le central, c'est un peu différent. T'as tapé sur le central un peu? Pas encore, non. En général, comme je t'ai dit, c'est plutôt en fin de tournoi, on peut jouer sur les cours où il y a les matchs. Ouais. Et pour l'instant, on tape plutôt sur ces terrains un peu moins arrosés, forcément, donc ça va super vite. Ouais, je crois qu'il va falloir que je fasse les vlogs sur le central dorénavant pour avoir un vrai retour d'intérieur, parce que là, c'est bien simple. Je glisse. Qu'est-ce que c'est que cette surface? Alors, tu m'as dit plusieurs trucs. Toutes les filles commencent dans les carrés, d'accord, pourquoi pas.
En général, ouais, c'est ça, dans les carrés, tranquillement, histoire de sentir la balle et rapidement ça va au fond pour faire justement des échanges et lifter un peu plus les balles et échanger. Et très vite, ça va dans les diagos avant même de monter au filet. Voilà, c'est ça. Souvent, il y a pas mal de diagonales pour qu'elles puissent se régler. Coup droit, après revers sur revers. Elles arrivent, elles sont toutes prêtes physiquement parce que c'est des créneaux timés sur les cours d'entraînement, donc pas de temps de niaiser. Ça s'échauffe au préalable dans les salles qui vont bien. Exactement. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis wow, ça va vite, ça gicle, ça vient plus vite que d'habitude, c'est plus compact, je sais pas, il y a des moments où tu es impressionné? Surtout dans les diagonales et au fond du court, parce qu'elles tapent très fort justement, vu que les terrains sont assez secs, elles essayent de taper très fort, faire des échanges assez courts. Ouais. Donc dès le début, elles mettent vraiment beaucoup d'intensité, elles tapent à plat. Pas forcément beaucoup d'effets dès qu'il y a des points. Et puis voilà. T'as le bras qui tremble un peu? Non, ça va, en général, j'arrive quand même à tenir, mais ouais, des fois ça va quand même vite. Il y en a qui se la racontent un peu en mode princesse, dès qu'il y a une balle à 1m50, elles y vont pas, elles shootent dedans. Ouais, ça peut arriver qu'elles fassent un peu moins d'efforts, surtout sur les échauffements, et elles sont des fois parfois assez exigeantes, elles veulent vraiment avoir les balles directement sur elles pour juste pouvoir faire le coup, quoi. Et des noms? Ça, je peux pas dire. Putain, Yanis, il va falloir balancer à un moment donné. Hein. Il y a des entraînements qui sont des échauffements de match, donc ça dure une demi-heure. Après, sinon, si elles n'ont pas de match dans la journée, en général, elles jouent entre 1 heure, 1 heure et demie, même des fois 2 heures. Et donc après, ça peut enchaîner, on peut jouer jusqu'à 4-5 heures dans la journée, quoi. Donc là, Yanis a posé sa semaine, clairement, pour venir faire sparring. C'est quand même beau geste. Exactement, ouais. C'est propre. Donc après, elles ont coutume de faire des points sans service. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, puisque c'est comme ça. Et après, on serre et ça termine par quoi généralement? En général, des petits jeux dans les carrés, ça dépend, ça peut être ludique ou alors juste du service, ça dépend vraiment des joueuses. Je viens de prendre cher. 7-3 pour lui, ça joue propre. Bon j'ai pris le bouillon, hein, 10-3 je crois, 10-4, 10-5, je sais plus. 10-5. Et c'était lourd et je sais plus faire 2 pas consécutifs sur terre battue, il fait une chaleur de brut, bref, je suis le tennisman classique qui passe son temps à trouver des excuses. Voilà. Bien joué. Belle partie, je me suis fait éclater. Voilà. Je suis directeur du tournoi depuis 2010, donc c'est la 13e édition que je fais en tant que directeur de tournoi. On a une capacité de 4500 personnes sur le site par jour. On fait environ 25 000 spectateurs. Et une anecdote qu'il faut absolument savoir sur le tournoi en 13 éditions, ce serait quoi? L'année où Sharapova est venue, elle est venue avec son jet. Et comme elle est allée en finale... Ça fait péter le bilan carbone. Exactement. Et comme elle est arrivée 2 jours avant sa finale, ou la veille, elle est venue me voir en me disant « Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir un slot à la bonne heure après ma finale ?» Qu'est-ce donc? Un slot, c'est le droit de faire décoller son avion. D'accord. Mais je lui dis, donc tu as un avion à toi? Non, je le loue, j'ai une société, mais donc ils viennent me chercher, il vient d'où? De Paris, et il me ramène à Paris. Je lui dis, écoute, je vais t'expliquer. Nous, on s'est engagé dans l'éco-responsabilité, donc j'aimerais bien que tu comprennes qu'en France, on a des très bons trains. Donc c'était une grande surprise pour elle. En plus, tu vas à Roland, juste à côté. Tu vas à Roland. Tu vas mettre, à l'époque, on ne mettait pas 1h46 comme maintenant, mais on mettait 2h10 ou 2h20. Je lui dis, prends le train. Oui, mais on est nombreux. Je lui dis, je m'occupe de tout. Je connais le directeur de la gare de Strasbourg. Il te recevra à l'entrée. Tu te mettras dans un compartiment où tu seras à peu près seul. Et voilà, donc j'ai fait... Et tu vas faire une grosse économie et tu vas me faire économiser mon bilan carbone. Elle m'a dit oui, elle était extrêmement sympa. Okay. Et elle m'a envoyé un petit SMS en fin de soirée. Et elle est arrivée en fait plus tôt à son hôtel, de partir d'ici, du club, et à son hôtel à Paris, que si elle avait pris son avion qu'il aurait déposé dans la banlieue, à 20 bornes de Paris, pour revenir en voiture après dans Paris et dans les embouteillages. Donc voilà, c'était une anecdote qui a marqué un peu les gens, puisqu'elle l'a dit. Ça a été repris par différents médias aussi, puisqu'elle est une ambassadrice formidable de messages de tout genre. Ouais. Et elle a porté celui-ci, j'en suis très reconnaissant. Un événement, ça peut porter des messages. Donc moi, j'aimerais que
chacun de mes fans de tennis qui viennent apprennent certaines choses. Donc on lui met beaucoup d'informations tout au long des allées, tout au long de ce qu'on appelle le parcours client, sur des messages qui peuvent plus ou moins le marquer. On met des poubelles de tri partout, dans tout le parcours client, il y a même une poubelle de biodéchets. Et si vous ramenez 12 balles, on vous en échange contre 3 neuves qui sont des balles qui ont joué pour l'entraînement des joueuses. Et donc, ce contenant se remplit au fil de la semaine. Ça, c'était aujourd'hui. D'ici la fin de la semaine, il sera là. On en a déjà vidé un contenant entier. Et avec le caoutchouc, on va le mettre en micro-particules qui vont permettre de faire des tapis de jeu qui seront recyclés et serviront aux hôpitaux ou aux écoles. Le budget de l'événement, c'est un peu plus de 2 millions. Sur 10, à combien aimes-tu le tennis féminin? Ça m'intrigue quand même cette histoire. Je ne sais pas si c'est une chance, mais j'étais un meilleur joueur de double que de simple. Donc ça veut dire que sur les grands chelems, je jouais les doubles mixtes et souvent les joueuses venaient me demander d'être partenaire. C'est cette expérience-là qui m'a déjà permis de connaître plus de joueuses et de m'intéresser un peu plus au tennis féminin. C'est Strasbourg, le fait qui était plus au départ mon pays, qui m'a mis dans le tennis féminin. Et là, je suis rentré à fond dedans. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a eu des années exceptionnelles avec d'immenses championnes comme Sharapova ou Williams, mais elles ont un peu cannibalisé le tennis féminin. On ne parlait que d'elles et pas des autres. Tout le monde pense facilement que le tennis féminin c'est moins intéressant. Moi au contraire, je pense qu'il est beaucoup plus passionnant aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a 20 joueuses qui sont capables de gagner un grand chelem. Inside. Je vous avais dit que je vous amènais les coulisses. Mais la force des internationaux de Strasbourg, c'est que les finales, depuis 3 ans, sont diffusées entre 130 et 148 pays. Une joueuse un peu coup de cœur, Denis, qui a gagné le tournoi, une édition. Petkovic, parce qu'une femme exceptionnelle. Au niveau de l'intelligence, au niveau du sourire, au niveau de l'humour, au niveau de la beauté. De la culture, elle est très cultivée aussi. Ouais, non, vraiment. C'est une des vainqueurs du tournoi qui m'a vraiment marqué. Là maintenant on fait l'échauffement. C'est aussi dur que l'école, mais c'est plus amusant. Regardez qui j'ai trouvé. Paul Quétin. Comment ça va, Paul? Bonjour, ça va très bien. Et Paul me disait que tu es en train d'accompagner Diane, du coup, Diane Paris. Elle en est où là? En fait, en simple, elle n'a pas eu un tirage très facile parce qu'elle est tombée sur Angélique Herbert, bon, voilà, ancienne numéro 1 mondiale. Elle n'a pas fait un mauvais match, mais manque encore un peu d'expérience sur ce genre de joueuse. Ouais. Et elle a eu l'opportunité de jouer avec Elise Mertens en double, qui est numéro 2 mondiale, qui est vraiment une super joueuse de double. Donc ça a été une belle occasion pour nous, qu'elle a su saisir, parce que finalement c'est pas facile non plus de se retrouver avec une telle partenaire, ça met un peu de pression. Mais elle s'est mise au diapason, ils ont fait 2 super matchs et là elles sont en demi-finale. Donc c'est super, c'est la première fois qu'elle est en demi du double d'un 250, donc c'est une bonne expérience pour elle. Et ici on a des super conditions pour se préparer pour Roland, parce qu'en fait il y a de la place, il fait beau, les terrains sont très bons. Donc en fait autant rester ici, jouer des doubles et avec de l'enjeu et de l'intérêt, plutôt que d'aller s'entraîner à Roland à 4 peut-être par cours. Donc voilà. Yes. Elle est combien cette semaine, Diane, en simple? Elle est 96e mondiale, c'est-à-dire qu'elle est à son meilleur classement. Elle a eu un début de saison qui n'est pas facile parce qu'elle a franchi de tels caps l'année dernière, parce qu'elle était au-delà de la 300e place en début de saison. Elle a terminé dans les 100 premières en faisant une très très belle fin de saison sur terre battue. Ouais. Mais du coup cette année elle est dans les grands tableaux, elle joue des joueuses plus fortes tout de suite, à l'instar de ce qui se passe ici. Donc il faut tout de suite être à son meilleur niveau et c'est un cap qui n'est pas facile, il faut l'assimiler. Mais bon, je lui fais confiance et je fais confiance à son entraîneur Gonzalo pour trouver les solutions, et je pense que la deuxième partie de saison va être très bonne. Et revers à une main, c'est rare quand même, c'est de plus en plus rare sur le circuit féminin. Est-ce que tu bosses particulièrement pour renforcer ce coup? Paradoxalement, pour renforcer ce coup, le plus important c'est le jeu de jambes. C'est-à-dire que pour jouer avec un revers à une main, il faut vraiment être extrêmement bien placé tout le temps. Ouais. Donc ça a une grande exigence sur le plan physique. Et ça, c'est plutôt la condition pour avoir un bon revers à une main. Et voilà, on travaille là-dessus. Mais je pense qu'elle a toutes les armes pour bien réussir. Moi aussi. Dès que je peux, moi j'essaye de voir et de suivre toutes les joueuses et tous les joueurs des équipes de France. T'es partout, Paul. Est-ce que tu as reçu quelques messages suite au podcast qu'on a fait ensemble?
Oui, j'ai reçu Ça me fait plaisir, ça. pas mal de messages. Ah, écoute, c'était sympa. En plus, c'était en plein confinement, donc les gens avaient du temps. Je pense que les gens ont pris le temps de regarder. Mais moi aussi, je regarde maintenant encore plus attentivement tous les podcasts. Ah, bah, yeah. Et c'est vraiment très chouette. J'ai vu que tu en avais fait un avec Rémi Barbarin il y a quelques jours. Oui. Tu vois, Ah, tu suis, hein, t'es là. Je suis. T'es intemporel, Polo. Combien de saisons encore? Je sais pas, je me fixe jusqu'à Paris 2024. Je trouve que c'est un très très bel horizon pour moi parce que je vais avoir 60 ans pour Paris 2024, donc c'est parfait. Quelle forme. Et je me dis que c'est peut-être le moment après d'arrêter d'entraîner et puis de terminer ma carrière sur peut-être un peu au service vraiment pour partager mon expérience auprès des jeunes. On verra ce que la fédération voudra faire de moi aussi. Mais voilà, en tout cas jusqu'à Paris 2024 à fond derrière les joueurs et les joueuses françaises. Quel athlète. Allez mon Polo, bon Roland, bonne saison sur Terre et bonne saison tout court. Et merci pour tes podcasts. Ah mais c'est sympa, ça me touche. Avec plaisir. J'ai qu'une envie, c'est de passer ma main et de toucher la terre battue, de la caresser pour sentir le grain. Voilà. Je suis avec le speaker du tournoi. Comment on fait pour poser sa voix et pas bafouiller? Ça c'est beaucoup d'entraînement par contre. La meilleure école c'est la radio. Il faut avoir commencé par la radio parce que ça permet d'anticiper la phrase suivante alors qu'on est en train de s'exprimer. Donc on a toujours en fait la phrase suivante en tête et ça nous permet justement pour le coup de ne pas bafouiller, d'être clair, d'avoir une certaine logique et de prioriser aussi les interventions. Très bien, merci jeune crooner. C'est la première fois que je parle au juge arbitre. Anne est aussi superviseur sur pas mal de dates ATP. Est-ce que c'est réglementé de la même manière? Parce que là on a dû faire 2 demandes plus un mail pour être sûr de pouvoir se parler. Est-ce que c'est comme ça sur tous les tournois ou juste sur le circuit principal? Non, en fait il y a un code de déontologie pour les arbitres et les juges arbitres et les chefs des arbitres. Donc toute demande d'interview doit passer par les organismes régissant les tournois, que ce soit l'ITF, l'ATP et la WTA. Alors Jean-Christophe, je crois que tu es une des personnes qui connaît le mieux ce tournoi. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote mythique qu'il faut absolument savoir sur les IS? La mythique, personne ne s'en est aperçu. C'est il y a quelques années, à peu près là où on est, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on regardait le court central, et puis à 16h, j'ai vu que le poteau central, c'est-à-dire le poteau qui tient le filet, partait par l'intérieur, c'est-à-dire qu'il était en train de casser. Et on a fini le match, il se terminait, les arbitres sont sortis, tout ça, et le referee est arrivé, il m'a demandé si tout allait bien. Et je lui dis, plus ou moins, regardez le poteau, et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il était en train de casser. C'est-à-dire qu'il devait être 17h. À 19h, on a fait intervenir les services techniques de la ville de Strasbourg. Oui. On a enlevé le poteau, on a creusé, on est allé jusqu'au fond, on a posé un bloc béton, on a remis le fourreau, remis le poteau dedans, et à 3h, 4h du matin, on avait fini. Et le lendemain matin, Denis est arrivé et nous a dit, est-ce que tout va bien? Et on lui a dit, tout est parfait, monsieur le directeur. C'est ça la magie des équipes sur les tournois, c'est incroyable ce dévouement pour cette date. Merci pour le partage. Voilà, c'est la fin de ce vlog des IS internationaux de Strasbourg, édition 2022. Je vous laisse avec le central Patrice Dominguez qui va pas tarder d'accueillir la première affiche de la journée à 11h. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-nous un like, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir en plus et ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez écouter les podcasts et surtout, envoyez des souches. À très vite. Ciao.